Alors bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième bulletin du groupe de travail du MFQ Rhône-Alpes sur l'intelligence émotionnelle. J'espère que tout le monde voit bien mon écran. Donc je vais simplement revenir très rapidement en fait sur un peu la genèse de ce groupe. Ce groupe de travail s'est constitué mi-mars lors de la première semaine de confinement. Nous étions 3, puis 4, puis 5, puis finalement aujourd'hui 9. L'ensemble des réflexions et des travaux ont été guidés d'une part par la richesse, la complémentarité des expertises de chaque membre du groupe. Donc vous avez la liste affichée à l'écran. Chacun a son expertise et chacun a pu amener de la matière sur nos échanges et nos travaux. D'autre part, grâce au retour, aux témoignages, à la participation active de nombreux adhérents qui ont témoigné, qui ont été enregistrés, qui vont être interviewés en live tout à l'heure, qui ont répondu à une enquête qu'on a fait cet été. Et puis enfin, bien sûr, nous avons forcément été guidés par l'actualité de l'année, par l'évolution des directives dans un sens ou dans un autre. Alors notre intention au sein de ce groupe, c'est de partager des témoignages avec le plus grand nombre, des réflexions, des idées, des outils que vous pouvez après utiliser et adapter à votre contexte et l'enrichir par la suite. Avant de laisser la parole aux membres du groupe, je voulais dire quelque chose parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas eu en ligne. Enfin, on s'est eu pour travailler, mais pas devant tout le monde. Je voulais déjà tous vous remercier pour votre implication au sein du groupe et puis plus largement d'ailleurs au sein du MFQ Rhône-Alpes. On a un joli chemin qui a été parcouru, je trouve, ces 6 derniers mois et c'est loin d'être la fin, dans le sens positif du terme, hein, pas pas pour déprimer, au contraire. Les travaux ont fait largement écho dans notre réseau, mais pas que, et je tenais à le préciser aujourd'hui. On a notamment été sollicités, c'est Robert Sangy qui a intervenu, auprès du réseau équivalent au nôtre, mais qui se retrouve en région PACA. On a été sollicité pour présenter les travaux et nos réflexions au sein de notre bureau exécutif, au niveau national France Qualité. Excusez-moi, il y a notre président qui se connecte. Et puis, on a organisé également un événement en virtuel pour les directions qui était réservé aux directions générales avant l'été, en lien bien sûr avec ce sujet d'intelligence émotionnelle. Et puis ce qui va sortir très prochainement, on nous a demandé un article de fond sur les travaux, qu'on a menés et qui va paraître en octobre. Ça nous a été commandé par le magazine national Qualité et référence, pour ceux qui connaissent. Et puis on a plein d'autres sollicitations depuis quelques jours, on vous en parlera par la suite. Maintenant, c'est mon ordinateur qui a bloqué. Je suis désolée. Alors, voilà la trame. Pardon. Voilà la trame du bulletin en fait qu'on vous propose, sachant que c'est un peu toujours sur un peu sur le même principe. C'est que d'une part, on veut vous donner des exemples de bonnes pratiques, des témoignages. Donc c'est ce que vous allez voir et puis l'alimenter avec, les connaissances qu'on peut avoir, les regards qu'on peut avoir à travers l'intelligence émotionnelle. Une petite particularité pour ce bulletin numéro 3, on a fait une enquête, pendant l'été et l'idée c'est de vous faire part des résultats de l'enquête et échanger avec vous sur, les résultats qu'on en a tirés. Et puis bien sûr avoir des éléments sur les perspectives, pour le futur, pour, poursuivre dans le bon sens, toutes les évolutions qu'on peut avoir, cette année ou dans les prochains mois. Voilà, alors je vais laisser maintenant la parole à Dominique Dess. On avait fait des vidéos, je vais te laisser la parole pour présenter, Dominique. Alors effectivement, bonsoir à tous d'abord. Je suis hyper content d'être là parce que on a un groupe qui est hyper bienveillant, on est tout dans l'humanisme et en fait on cherche à partager ces moments forts avec tout le monde et je vous garantis que c'est des bons moments de partage. Donc je suis content d'être là avec vous ce soir. Maintenant que j'ai fini cette petite introduction, effectivement nous avons fait quelques interviews et la technique nous ayant largement dépassé, nous sommes en galère pour vous les montrer, disons les choses clairement. Donc, on va le faire en fait à quatre mains.
Donc, il va y avoir les deux mains de Léa qui va tenter une projection audio. Et oui, c'est nouveau. Projection audio maintenant. Et puis, on complétera un petit peu après avec deux personnes, peut-être trois, qui vont nous faire partager en live. On n'a peur de rien, comme au JT, de faire des interviews et d'avoir leur retour. Je vois que ces gens-là ont déjà tout le sourire. Ça va peut-être pas durer. On verra bien tout à l'heure. En tout cas, pour les interviews que Léa va pas tarder à lancer, je voulais juste vous situer le contexte. Donc, il va y avoir une interview de Alain Sellier qui va nous parler un petit peu de son état des lieux personnel, comment il a ressenti les choses et surtout sa vision du futur. Et puis Séverine Sudan, dans un deuxième temps, va nous parler de son vécu personnel, de son vécu par rapport au boulot et de ses besoins autour de l'intelligence émotionnelle et de ses attentes. Donc, il y a beaucoup d'informations, ça dure 9 minutes. Soyons attentifs, vous verrez, c'est très intéressant. Léa, moteur. En fait, j'ai vraiment, je pense, saisi cette opportunité un peu particulière pour réfléchir sur des côtés positifs et des opportunités de profiter de l'instant présent, en fait. Chose que je n'avais pas l'habitude de faire. Et puis, j'ai envie de dire que j'ai orienté ma vision vers l'après, ou le plus loin, ou l'autre côté des choses. Et en m'attachant à essayer de préparer quelque chose qui pourrait se passer après. C'est-à-dire construire quelque chose, préparer quelque chose ou me reconstruire. Voilà, donc j'étais plutôt dans une ambiance positive et ne pas me laisser envahir par un sentiment d'impuissance par rapport à la situation et du négativisme à tout prix. Donc dans ces cas-là, il faut se couper un petit peu des informations. Donc c'est un peu égoïste ou nombriliste, mais bon, voilà, on fait avec ses moyens. Mais donc moi, ma démarche, c'était plutôt de regarder l'après. C'est clair que quand on voit l'attitude des gens, on peut se poser la question si tout le monde est branché sur l'intelligence émotionnelle. Effectivement, on peut se demander si tout le monde en est doté et si tout le monde accède à ce genre de choses, quoi. Mais bon, ça fait un peu pompeux de dire ce genre de choses, mais je pense que quand on a le ressenti de l'intelligence émotionnelle, c'est une très grande richesse, quoi, je pense. On parle souvent de deuxième vague, hein, donc les gens ont peur de la deuxième vague vis-à-vis du Covid, et toujours dans un esprit positif. Moi, ce que je dis, c'est que je rêve d'une deuxième vague d'intelligence émotionnelle ou de deuxième vague de prise de conscience des gens par rapport à la situation. Et il y a beaucoup de gens qui sont déçus parce que toutes les promesses, toutes les choses que les gens avaient décidé de faire, ils ont été prêts à changer le monde, certainement, en exagérant un peu. Tout ça, c'est tombé un petit peu à l'eau, mais moi, j'ai envie de parler de deuxième vague de bonne volonté, de deuxième vague de prise de conscience, de deuxième vague d'envie de faire les choses différemment. J'ai extrêmement confiance en la jeunesse et je pense que elle est peut-être, elle a moins d'a priori et elle a plus de volonté de construire pour leurs propres enfants quelque chose de beaucoup plus beau et de beaucoup plus positif. Le confinement, c'est vrai que je l'ai vécu globalement, je l'ai mal vécu, avec une dose effectivement à la fois de stress importante liée à la nouveauté, enfin la surprise d'être confiné, d'imprévu, quoi, quelque chose qui était inattendu à la fois et qu'on ne connaissait pas. Donc stress d'être confronté à une situation qu'on ne maîtrise pas. Qu'on ne sait pas donc demain de quoi va être faite la journée, comment on va pouvoir s'organiser. Et moi, ce qui était le plus stressant pendant cette période, c'était effectivement de ne pas avoir du tout de visibilité, d'être effectivement dans l'obligation de respect de ces règles. Ça me paraissait effectivement
normal, puisqu'on avait voilà, une crise sanitaire à affronter. Et du coup, sans trop connaître, on se fiait finalement aux règles qui nous étaient données. Donc moi, j'avais assez confiance dans le fait de dire on a des règles qui nous sont imposées, on va les respecter, même si elles étaient difficiles à respecter, notamment avec les enfants, et le fait de se retrouver effectivement en vase clos H24 avec la gestion des enfants, l'école à la maison et puis l'activité professionnelle que j'essayais de maintenir. C'est vrai que c'était compliqué. Après, c'est vrai qu'au moment du déconfinement, un sentiment effectivement de liberté, de se dire que ça y est, on pouvait ressortir de manière plus sereine et plus tranquille aussi, et du coup qu'on était moins limité dans nos mouvements. Pour les enfants et pour moi-même, c'était important aussi d'un point de vue psychologique, hein, parce que du coup, le retour à une vie sociale un peu plus correcte. Et puis, un espoir quant au redémarrage des activités, on va dire à la fois professionnelles et puis extra-professionnelles, avec voilà, la reprise possible du sport dans certaines conditions, voilà, les échanges avec les amis, etc., la famille. Après, c'est vrai que un peu quand même de colère, parce que forcément, il y a des choses qu'on apprenait un peu en marchant, là, que tout le monde d'ailleurs, autant au niveau du gouvernement que à toutes les échelles, à tous les niveaux. Et du coup, d'avoir le sentiment de, voilà, le masque, c'était pas important, le masque, de nouveau, c'est important. Enfin, voilà, des contre-informations, des comportements qu'on nous impose sans forcément nous expliquer pourquoi du comment, et puis de se rendre compte qu'au final, c'était peut-être pas la bonne façon. Et puis, encore une fois, on est dans un contexte, moi, personnellement, compliqué avec les enfants, parce qu'ils restent jeunes, donc il y a beaucoup d'incompréhension, des explications qu'ils essayent de demander qu'on n'a pas. Donc le sentiment d'impuissance et de méconnaissance générale. Et puis la partie activité professionnelle, où en fait on est embuté, moi en étant indépendante, parce que l'activité s'arrête, parce qu'on n'a plus accès aux entreprises. On peut développer des choses au niveau à distance, mais on se rend compte que culturellement, certains ne sont pas prêts. Ceux qui ont envie de faire le pas, ils ne sont pas forcément disponibles parce qu'ils gèrent la crise. Et donc, du coup, d'un jour à l'autre, c'est vrai que ça s'arrête. Et puis moi, une frustration quand même, parce que j'aurais eu matière à travailler quand même, à continuer à me former, à me documenter. Hein, je pourrais passer des journées entières à faire ça, sauf que voilà, j'avais le quotidien à gérer à la maison, et que voilà, c'était pas possible. Donc beaucoup de frustration finalement pendant cette période, que j'espère ne va pas se réactiver là prochainement. Okay, donc pour moi, effectivement, pour que l'intelligence émotionnelle soit prise en compte au quotidien, notamment dans les entreprises, j'ai vraiment j'aurais vraiment besoin d'outils, de support qui permettent justement de détecter en fait des signes sur ces sujets-là, au niveau des collaborateurs, de voir comment on intègre ça au niveau aussi du management, des différents niveaux de management. Alors même si moi je suis à mon niveau en conseil, je pense que c'est intéressant de pouvoir apporter un peu sa pierre à l'édifice, et du coup justement d'aborder ces missions de conseil en tenant compte de ces éléments, de ces émotions des différents collaborateurs aux différents niveaux, et de voir de quelle façon on peut aménager un peu, modifier les pratiques pour que tout le monde vive du mieux possible ces situations et les surmonte au mieux, quoi. Oui et non, parce que du coup, je ne sais pas vraiment quel outil on pourrait utiliser. Alors, si on avait évoqué ensemble des questionnaires, je crois. Moi, j'ai par retour d'expérience, je trouve assez chouette le baromètre du bien-être, parce que je l'ai vu fonctionner dans les entreprises, et je trouve que c'est vraiment un bon outil, assez simple, et du coup, à la fois simple à mettre en place et simple à comprendre. Et du coup, les gens jouent assez bien le jeu. Ça donne beaucoup d'informations finalement sur les personnes et leur état d'esprit.
Et j'ai un client qui l'utilise parce que le responsable sécurité avait utilisé ça dans une entreprise précédente. Il l'a apporté avec lui dans cette entreprise et je trouve que voilà, il l'a mis au sein de son équipe et son objectif, c'est de le déployer dans toute l'entreprise. Bon, je pense que c'est encore pas fait parce qu'il faut faire évoluer un petit peu les personnes, la culture sur ces outils-là. On va passer un petit peu à la version en live. Madame Gallois, est-ce que je peux vous poser quelques petites questions? Oui, bonjour Dominique. Oui, bien sûr. Bon, moi, ce qui m'intéresserait, Madame Gallois, c'est d'avoir en fait réponse à 3 axes. Quelles émotions avez-vous ressenties lors du confinement, puis lors du déconfinement, le fameux 11 mai? Quelles leçons avez-vous retenues de cette crise et que gardez-vous d'essentiel pour demain? Et puis, avez-vous des attentes concernant l'intelligence émotionnelle au sens large? Patricia, simplement vous présenter votre fonction et auprès de quelle structure vous êtes, juste avant de démarrer et répondre à la question de Dominique, si c'est possible. Pas de problème. Donc, Patricia Gallois, moi, je suis la directrice du téléphérique Grenoble-Bastille. Je suis en poste depuis 1 an et demi. Donc, je n'avais pas beaucoup de recul j'avais qu'une petite année d'exploitation quand le confinement est arrivé. Pour moi, alors, c'est intervenu le 14 mai au soir, un samedi soir, et j'ai été un peu prise au dépourvu, un peu surprise de devoir fermer par ordre de mon préfet et de mon maire dès le lendemain matin la remontée mécanique. Je ne suis pas quelqu'un qui suis accroché aux médias toute la journée, donc je n'avais pas complètement mesuré l'ampleur sanitaire du problème. Donc, quelque part, j'étais un peu surprise le 14 mars au soir, pardon, quand j'ai dû prendre les mesures pour fermer la remontée mécanique dès le lendemain. Donc, voilà, ça c'est par rapport au confinement, un peu de surprise. Et après, et surtout de la surprise que, comme je vous le disais, j'avais du mal à mesurer l'ampleur sanitaire parce que je n'avais pas de proches qui étaient atteints, j'avais pas ni de proches dans ma famille ou dans mes collègues qui étaient atteints de la maladie. Donc, tout d'un coup, on me demande d'arrêter une exploitation. Ben, voilà, il y a eu de la surprise. Et une fois cette fermeture techniquement organisée, je me suis mise en lien avec le personnel rapidement, à plusieurs niveaux, avec les cadres qui gèrent avec moi l'entreprise, puis après avec tous les salariés. Je me suis mis en lien via les emails avec tous les salariés et puis des réunions hebdomadaires avec les cadres. Et voilà, et je leur donnais de mes nouvelles parce que je pense que c'était important de faire passer de l'humain. Je donnais de mes nouvelles et je prenais de leurs nouvelles et des nouvelles de leur famille. On est une petite équipe, on est une vingtaine de personnes, donc je connais pratiquement un peu les contextes familiaux de chacun, donc c'était important d'adapter les nouvelles, ceux qui ont des enfants, ceux qui vivent seuls. Et après, on organisait des temps de travail quand même à tour de rôle, puisqu'il fallait que le téléphérique de Grenoble tourne au moins une fois par semaine, pour pas qu'on ait de mauvaises surprises à la réouverture. Donc, avec notre chef d'exploitation, on organisait des roulements parce qu'en fait, tout le monde avait envie de venir travailler. Tout le monde avait envie de participer un peu à ces temps particuliers. Donc, on organisait des roulements sur ce travail. Donc, on a maintenu ce rythme pendant tout le temps du confinement. Moi, je venais toutes les semaines pour voir un peu les chefs de service et puis, à tour de rôle, faire travailler les gens de l'exploitation et suivre avec notre service comptabilité et finances toute la tenue d'une entreprise parce qu'il fallait quand même faire les salaires, payer les fournisseurs. Donc, même une période de confinement comme celle-ci, moi, au niveau de ma comptabilité, a demandé une dose de travail, une importante dose de travail. Et on a aussi tout un service commercial parce qu'on gère des salles à la Bastille et il fallait annuler, il fallait expliquer comment on pouvait reporter. Enfin, il y avait quand même beaucoup de communication sur l'information à donner à nos clients. Voilà, donc on a organisé tout ça. Et en fait, ce que je trouvais important, c'était de maintenir le lien parce qu'il y a, outre le stress de la situation, on met nos salariés dans une précarité financière puisque ce mot chômage partiel fait peur quand même. Donc, il fallait quand même rassurer sur qu'est-ce que ça veut dire que le chômage partiel, combien ils vont gagner,
Voilà, comment on organise, s'ils avaient des congés, est-ce que j'imposais certaines journées de récupération. Donc tout ça a demandé pas mal d'échanges au quotidien. Voilà. Après, moi, comme je suis quand même quelqu'un de plutôt optimiste, dès que j'ai entendu parler de déconfinement, je me suis tout de suite rapprochée de nos autorités. Pour nous, les autorités, c'est le STRMTG et notre préfet et le maire, et Domaine skiable de France, pour appliquer le bon protocole pour réouvrir au plus vite. Alors, j'étais contente d'en faire la communication, d'être la première remontée mécanique à réouvrir. Mais bon, je crois que je vous l'ai déjà dit, on n'avait pas beaucoup de clients à la réouverture. Donc rapidement, à partir du mi-mai, c'est du stress qui s'est installé en moi parce que j'ai fait tout pour réouvrir au plus vite, mais en fait, j'avais pas de clients. Donc, il a fallu de nouveau se remettre en ordre de marche, on va dire, pour se réinventer, pour mettre des actions en place rapidement pour pallier à l'absence d'étrangers et de groupes, faire des animations et une communication adaptée aux Français, aux Grenoblois, au tourisme local. Donc, en fait, le mois de juin est passé très, très rapidement puisqu'avec mes équipes administratives, on a mis ça en place. Et je suis contente aujourd'hui de dire que c'est un pari qui a été réussi puisqu'on a fait un été similaire à l'été 2019. Donc, grâce à la communication, tout support média et aux animations qu'on a mis en place tous les matins, on a fait un bel été. Voilà, donc une période de surprise, une période un peu d'empathie à avoir, après une période de stress, une période de surtravail, un bel été. Et là, en fait, j'ai envie de dire que je me retrouve de nouveau dans une… Est-ce que c'est un cycle? Je me retrouve de nouveau dans une période d'incertitude. Comment va être l'automne? Est-ce qu'aujourd'hui, on va braver quand même le fait de porter un masque pour venir se promener à la Bastille? Est-ce qu'on va quand même y organiser des événements? Je suis de nouveau dans une période d'incertitude, voilà. Donc, mais pas avec de l'angoisse. Je me dis qu'on a réussi à passer cette crise, on va bien arriver à passer l'automne. Alors, du coup, Patricia, quelles leçons pourriez-vous tirer de cette crise et qu'est-ce que vous gardez d'essentiel pour demain? Alors, au niveau des leçons, je pense qu'il faut techniquement être bien organisé au niveau, comment on pourrait dire, au niveau du stockage de ces informations sur son serveur. Parce que quand on vient qu'une semaine au bureau, eh ben, il faut bien pouvoir aller, si on doit envoyer 4-5 fichiers à 4-5 collègues différents, savoir bien où les trouver, qu'ils soient bien nommés. Donc aujourd'hui, j'attache une importance au bon rangement de nos fichiers dans nos serveurs, de nos procédures, parce qu'il faut aller vite. Et je pense qu'aujourd'hui, moi j'ai envie de dire que rien n'est acquis. Si on veut faire revenir des nouvelles clientèles ou faire venir des nouvelles clientèles et revenir les Grenoblois, mais il faut se réinventer tout le temps. Rien n'est acquis. Voilà, donc pas avoir peur de se réinventer tout le temps et être bien organisé, comme on pourrait dire administrativement. Techniquement, en tout cas. Techniquement, en tout cas. Super. Alors, moi, je sais que mes collègues, ils vous ont réservé plein de surprises dans les minutes qui viennent par rapport à tout ce qui va être raconté. Mais est-ce que pour vous, Patricia, il y aurait une attente particulière concernant l'intelligence émotionnelle? Une attente particulière Enfin, moi, pendant cette période, j'ai eu le temps de m'impliquer dans des réseaux. Donc, et de prêter de l'attention à des personnes qui avant, j'avais à peine le temps de partager avec eux. Donc, non, je suis toute oui et j'aime bien échanger sur les… Je me suis rendu compte qu'échanger sur les bonnes pratiques, c'était important. Voilà. Donc, super. Vous n'allez pas être déçu de ce que mes collègues vont vous proposer dans quelques minutes. Super. Un dernier mot, Patricia, ou je peux interviewer quelqu'un d'autre? Allez-y, Dominique, pas de souci. Alors, Nathalie, comme je vois que tu es présente et tout à fait disposée à répondre à mes subtiles questions, est-ce que tu pourrais nous parler de tes émotions ressenties lors du confinement et du déconfinement post-11 mai et les fameuses leçons retenues et l'essentiel pour demain? Quel est ton avis, Nathalie?
Bonsoir à tous. Oui, Nathalie, la même chose que pour Patricia. Tout à fait. Présentez. Je suis Nathalie Wilt, chargée de la qualité chez Semitag, donc les transports urbains de l'agglomération grenobloise. Chargée de la qualité, donc toute la partie ISO, et avec une présence au sein du MFQ aussi sur les audits internes croisés. Et justement, le jour de l'annonce du confinement, je faisais une formation aux auditeurs internes sur l'ISO 9001. Et je m'en souviendrai longtemps parce que moi non plus, je ne suis pas du tout, mais pas du tout les actualités. En fait, ce que j'ai vécu ce jour-là, c'était très anxiogène parce que le groupe de personnes, de collègues que j'avais autour de moi, étaient, eux, très, très angoissés par les informations à la seconde près. Donc, j'avais un auditoire qui était largement ailleurs. Et comme je n'avais personnellement pas du tout suivi les événements, effectivement, je me disais, mais s'ils ont si peur que ça, c'est que ça doit quand même être important ce qui se passe. Il faudrait peut-être que je m'en occupe. Après, repli dans un premier temps, du coup, à la maison, comme beaucoup de gens, donc sur des services support, effectivement, télétravail d'office. Et dans ce télétravail, moi, j'ai surtout gagné deux heures entières de déplacement au quotidien. Donc, voilà, donc c'était déjà un temps que j'ai vécu de manière complètement différente. Le contenu du travail, c'est plus orienté sur trouver des apports et des soutiens pour les collègues, créer des liens entre les gens, donner de l'information. Et sur le plan personnel, effectivement, j'ai organisé un petit cocon avec ma famille et surtout utiliser du temps pour faire des choses qu'on remet toujours au lendemain. Passer des soirées à faire des jeux de société. Enfin, on a réorganisé effectivement jardinage, bricolage, voilà. Toutes ces choses qu'on n'a pas le temps de faire à d'autres moments. Donc, mine de rien, c'était des bons temps. Et parmi ces temps-là, la découverte de ma participation au réseau d'échange du MFQ, au petit-déj, et mon engagement dans ce fameux groupe de réflexion sur l'intelligence émotionnelle qui existe toujours aujourd'hui. Ce que je veux surtout tirer de ce qu'on a vécu ces derniers mois, c'est qu'en fait, pour moi, c'était évident qu'effectivement, les humains étaient bien au-delà que de leurs fonctions, qui représentaient tout un enchevêtrement complexe. Et en fait, ce que je peux vraiment aujourd'hui, ce que j'estime être important dans les périodes qu'on a passées, c'est qu'on a enfin réentendu parler de l'humain à plein de stades, à plein de moments. Les gens ont pu dire qu'ils ont eu peur, qu'ils ont été heureux, pas heureux, malheureux, enfin bref, toutes ces choses qui, même dans l'espace public, ont été redites. Donc du coup, moi, ma conclusion, c'est qu'effectivement, les émotions s'invitent à toutes les étapes d'interaction et de gestion, et que cette compréhension, en fait, du fonctionnement de l'humain est nécessaire pour arriver à décrypter le monde autour de nous et à aider ce monde, si tant est qu'on a un peu l'intention qu'il aille un peu mieux, à aider à décortiquer toutes ces interactions pour que ça aille dans le bon sens, on va dire. Voilà. Super, je te remercie Nathalie. Je voudrais maintenant te tourner vers les 5 autres personnes qui sont présentes, à savoir Henri, Anne-Marie, Christelle, Sylvie et Charlène. Savoir si vous aviez envie d'ajouter une réaction, une émotion, une pensée particulière ou une déduction, comme c'est écrit sur la slide qui est projetée. Si vous voulez en une phrase ou en 2 phrases apporter un propos. Il n'y a rien d'obligatoire, c'est juste si vous avez envie. Si vous voulez prendre la parole, n'oubliez pas de réactiver votre micro. S'il y a quelqu'un qui n'est pas trop timide. Alors, c'est Christelle, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Très bien. Le son marche et pas la caméra, mais voilà.
je sais pas, Zoom a décidé que le confinement était fini, donc il ne veut plus fonctionner. Bref. Moi, j'ai une émotion. Alors, je me retrouve dans les propos. Moi, je suis indépendante. Et moi, j'ai vécu l'annonce du confinement avec le même état de surprise que décrit, et puis avec une autre émotion qui était du plaisir, et du plaisir un peu coupable. C'est-à-dire que j'avais l'impression que quelque chose qui n'aurait jamais pu arriver, que je n'aurais jamais pu imaginer, m'était offert. C'était le droit à une parenthèse, le droit à ce que le temps s'arrête enfin un peu. Et je me suis dit, je vais enfin ne plus être en retard. Comme tout le monde est obligé de s'arrêter, et ben dans ce laps de temps, moi, je vais pouvoir pédaler, rattraper mon retard et être à l'heure. C'est peut-être ma grande marotte. Mais j'avais quelque chose là-dedans pour moi d'un peu coupable, parce que je me disais, c'est quand même quelque chose de grave dont tu te réjouis. Et puis, j'avais des conditions de confinement qui étaient plutôt idéales, c'est-à-dire qu'effectivement, je suis à la campagne, j'ai énormément de terrain, donc je pouvais sortir. Et puis, j'ai pu revoir ma famille que je voyais peu. Mon mari fait partie de ces gens qui passent 2 heures dans les transports. Et là, tout d'un coup, il était revenu à la maison, on retrouvait une vie de famille. Oui, alors nous aussi, comme Madame Milt, on a un peu lancé des chantiers de bricolage. J'ai appris à jouer aux fléchettes entre midi et 2, enfin des plaisirs un peu coupables, en me disant mais est-ce que c'est bien opportun à ce moment-là. Donc ça a été parmi les premières émotions. Et puis une autre que je n'avais pas du tout vu arriver, c'est à l'annonce alors je ne sais plus c'était la combienième annonce, parce que je n'ai pas bien suivi, mais celle qui disait qu'on était confinés jusqu'au 11 mai. Là, je l'ai très mal pris. Je l'ai très mal vécu, parce que un peu peut-être comme une enfant, mais je me dis maintenant, on a assez joué, et cette période, elle me paraît longue. Je ne tiendrai pas jusqu'au 11 mai, c'est trop long. Donc, il y a eu un état un peu de sidération pendant 2-3 jours, où alors que j'avais été hyper active pendant le début du confinement, à suivre des MOOC, à rejoindre des réseaux, peut-être à me surinvestir. Et là, à ce moment-là, je n'ai rien fait. Je me suis arrêtée, sidérée, et j'ai dit, mais est-ce que ça va être notre vie de maintenant, quoi? Est-ce que jamais on va revenir à une vie entre guillemets normale? Parce que je ne suis pas sûre que ce soit la normalité, mais voilà, ça a été un peu particulier. Et en tant qu'indépendante, maintenant, les choses sont très bizarres. Donc moi, j'ai décidé de travailler à ne pas m'angoisser, à ne pas me projeter, de prendre ce qui arrive comme ça arrive. Donc, les entreprises qui peuvent se permettre de me réaccueillir, j'y retourne avec joie. Celles qui ne peuvent pas, elles ne peuvent pas. Celles qui peuvent faire de la visio, je suis en visio avec elles. Les gestes barrières, les protocoles sont appliqués extrêmement différemment d'une entreprise à l'autre. Donc, je m'adapte aussi, sans jugement. Le confinement m'a permis ça. Je suis incapable de prendre position par rapport à tout ce qui s'est passé, de savoir si on en a trop fait, pas assez, de savoir qui a raison entre c'est grave, c'est pas grave. Voilà, je suis pas une experte là-dessus, et puis j'y comprends rien, très honnêtement. Donc je me contente de faire à peu près ce qu'on me dit, et je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait pour moi en tant qu'indépendante. Pour l'instant, l'activité a repris correctement, plutôt très correctement, avec des gens qui sont et dans la résignation pour certains et dans la résilience pour d'autres, en fait. Donc des gens qui ont appris à composer, avec une visibilité très courte, avec des problèmes de trésorerie, mais avec une volonté un peu farouche que la vie reprenne quand même. Voilà, je suis partie pour la soirée, donc je m'arrête, mais voilà, mon témoignage. Super. En tout cas, Christelle, merci du témoignage, très riche en informations. Je pense que mes collègues vont pouvoir rebondir dessus. Alors, pour respecter le timing qu'on s'était fixé, il nous reste 1 minute pour les témoignages. Entre Anne-Marie, Henri, Sylvie, Charlène, est-ce que vous voulez juste dire une phrase ou pas? Anne-Marie? Oui, alors bonjour à tous. Donc, moi, je vais reprendre l'expression de Nathalie Wild que j'ai relevée, qui m'a parlé: les humains représentent un enchevêtrement complexe.
Et en tout cas, c'est ce que je retiens de cette période et encore maintenant, c'est comment est-ce qu'on arrive à décortiquer ce qui se passe en nous. Et je fais le lien avec l'intelligence émotionnelle. J'ai observé beaucoup de groupes aussi axés sur la méditation, la pleine conscience, et qui permettent d'accueillir ces émotions, de les identifier, de faire face à l'incertitude du lendemain. Donc, moi, par rapport à la question qu'en déduisez-vous, je dirais que peut-être que cette crise sanitaire nous aura permis ou nous permet de peut-être davantage écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous et de regarder comment est-ce qu'on peut faciliter cette écoute. Voilà ce que j'avais envie de dire. Je crois que la minute est écoulée. Merci Dominique. Je ne prends pas plus de temps. Merci. Merci Anne-Marie. Dominique, oui, ton micro juste. Et merci beaucoup pour l'intervention. On va passer à la suite. Henri, Sylvie et Charlène, si vous voulez réagir, on le fera plutôt un petit peu plus tard parce que le timing est en train de nous dépasser. Audrey, si tu peux reprendre la main. Oui, merci Dominique. Du coup, je vais reprendre la main, mais pour la laisser à Léa, parce que comme c'est un travail collectif, chacun a son temps. Et donc, je vais laisser maintenant Léa Sarès s'exprimer sur la suite. Merci Audrey. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Là, je vais un peu faire la synthèse et reprendre le champ lexical, les verbatims de tout ce qu'on s'est dit. D'abord, un grand merci à tous ceux qui ont participé pour ces interviews parce qu'on a ouvert un espace d'expression très intéressant, avec une belle énergie, une belle bienveillance, donc merci à vous. Donc, finalement, là, de tout ce qu'on s'est dit, on peut retirer plusieurs enseignements. Si on reprend un petit peu tout ce que vous avez dit, vous avez parlé d'émotions très fortes, que ce soit de la joie, du plaisir, de la peur, de la colère, ou encore des grosses angoisses. Là, on a pu déceler des émotions un petit peu qui partaient dans tous les sens et qu'il a fallu recadrer. On a aussi vu dans tous vos interviews, dans tout ce que vous nous avez dit, une recherche finalement continuelle, quotidienne de bien-être et de clairvoyance sur la situation. Et finalement, que ce soit du positif, du négatif, ou que vous ayez rencontré des difficultés, on a pu déceler chez l'ensemble des personnes qu'on a interviewées l'envie et le besoin d'avancer. Donc finalement, on a donc plusieurs enseignements par rapport à ce que vous avez dit, mais je voudrais juste appuyer sur deux grosses constatations. S'il y a quand même des choses à retenir, c'est que pour un même sujet, et on l'a vu d'ailleurs avec un des interviews en live, pour un même sujet, on a différentes réactions. Différentes réactions parce que on a un contexte qui est différent, on a une personnalité qui est différente d'une autre personne. Notre humeur est différente. On voit les choses d'une manière peut-être différente de ce qui s'est passé il y a 10 jours. Et puis chacun aussi a ses mécanismes, a son éducation et réagit donc de manière différente pour une même situation. Voilà. Si on prend l'exemple aussi très bêtement de quelqu'un qui peut-être a des problèmes familiaux, ça nous est peut-être malheureusement tous arrivé. On va rigoler à une blague un jour sur quelque chose, sur un sujet, et 10 jours plus tard, suite à ce problème familial, on va ne plus rigoler à la blague et à ressentir du stress, de la tristesse peut-être, et des émotions qui nous envahissent. Donc vraiment, garder à l'esprit que pour un même sujet, une même personne peut avoir des réactions différentes et c'est normal. Et ça fait partie intégrante de l'intelligence émotionnelle. Et le deuxième point que je voulais relever, après je passerai un petit peu la parole à mes collègues, c'est que finalement, comme l'a très bien dit Nathalie, on a été obligés, contraints en tout cas, d'utiliser l'intelligence émotionnelle. Parce qu'on s'est tous retrouvés devant le fait accompli. Tous à la même enseigne, on s'est tous retrouvés surpris devant un fait accompli qui a été le confinement. Et ça nous a tous obligés à réfléchir pour avancer, comme je vous l'ai dit dès le départ. Donc après, tout le monde a réfléchi de sa propre manière. Donc certains ont projeté des plans futurs, certains ont eu plus besoin de se rapprocher d'outils et de méthodes, ou voilà, d'autres se sont approchés de leur famille, se sont recentrés sur leurs valeurs.
Voilà. Finalement, on a tous été obligés, de par le contexte, de pratiquer de l'intelligence émotionnelle et ça ouvre vraiment toutes les portes du possible pour tout ce qui est humaniste, comme on a pu employer le terme. Et du coup, donc, individuellement parlant, on l'a tous ressenti. Demain, pourquoi pas aussi le mettre en place et en tout cas l'utiliser dans les entreprises également. Voilà un petit peu ma synthèse et je vais passer du coup la parole à Philippe Robert si vous avez des choses à ajouter, des commentaires. Alors, Philippe. Oui, pour moi. Je passe au suivant. Oui, oui, juste pour faire suite à la proposition de Léa, je voulais juste vous remercier pour les témoignages et après du qualitatif que vous nous avez livré, je vais entamer le quantitatif avec la synthèse de l'enquête. Je note combien on a besoin d'exprimer nos émotions qui sous-tendent des besoins derrière et donc que ce soit en entreprise ou en famille ou avec des amis. Je pense que c'est les périodes dans lesquelles on a eu largement le besoin de s'exprimer et de fait de prendre soin en s'exprimant comme ça. Alors, l'enquête, si tu passes, voilà. On a voulu, entre le bulletin 1, puis le bulletin 2, et puis un bulletin 3 qu'on pensait pouvoir faire en juillet, puis finalement il a lieu maintenant, avec un triptyque pareil, on voulait s'arrêter, faire un retour d'expérience, vous faire participer aussi tous. Et donc, on a voulu mener une enquête dont les objectifs étaient de comprendre la manière dont nous avons globalement vécu la crise sanitaire, et puis identifier des besoins aussi et des attentes de vous, adhérents ou futurs adhérents au MFQRA, sur la gestion des émotions pour soi, dans son équipe, dans son entreprise. Et puis, on avait besoin d'ouvrir des pistes de travail pour les webinaires suivants, puisqu'on s'est très vite dit que c'était un travail continu à faire et régulier pour appréhender toutes ces notions complexes. Pour la page suivante, je donne un cadre, je fixe un cadre à l'enquête. Ça a eu lieu entre juillet et août 2020. On a eu 52 participants à l'enquête, avec un anonymat des réponses. Donc, j'ai pas d'informations, on n'a pas d'informations sur le profil des participants. Mon hypothèse, vu les réseaux qu'on a sollicités, c'est un panel assez diversifié de personnes en entreprise ou indépendants, voilà, avec des contextes très différents. Et seulement parmi ces participants, 23% qui avaient suivi nos bulletins précédents. Voilà. Je note juste dans les slides que vous allez voir et que vous aurez après le webinaire, j'ai mis entre guillemets les verbatim, les expressions réelles des participants. Alors la première question qu'on s'est posée, c'est pendant ces phases de confinement, comment avez-vous bien vécu cette phase-là dans le confinement? Quelles émotions vécues? 80%, un peu plus de 80% ont bien, voire très bien vécu la période de confinement. Et une cohérence avec vos retours et les témoignages. Et parmi les émotions, en premier, la résilience, 58%. Je pense qu'on a eu une adaptation à cette situation-là en rebondissant sur cette situation avec une émotion tout de suite qui vient, qui est la surprise. Et puis, de façon plus disperse parmi les participants, soit de la peur, du plaisir, de la tristesse, de la colère, voire peut-être un peu tout en même temps ou à la suite. En tout cas, pas beaucoup de joie sur cette période. Ensuite, pour la page suivante, l'après-confinement, c'est-à-dire, on a appelé ça au début déconfinement, mais c'était en fait une période après-confinement sous contraintes assez fortes et sans doute avec encore beaucoup de peur. 72% des participants disent avoir bien ou très bien vécu cette période de l'après-confinement. Petite erreur, l'après-confinement. C'est en baisse, donc on a moins bien vécu la reprise. Vous l'avez dit, Patricia, du stress aussi à un moment. Les émotions ressenties, de la résilience moins. C'était plus difficile de s'adapter à ces contraintes, je pense, c'est mon hypothèse. Du plaisir, un peu plus peut-être, du plaisir parce qu'il y avait le plaisir de retrouver ses collègues éventuellement ou de pouvoir sortir un peu plus librement.
de la peur, de la joie, et puis de la colère, de la tristesse, de l'approbation. On subit un peu aussi de la colère. C'est un mélange en fait de tous ces ressentis, et je pense que pas un participant n'a ressenti la même chose, d'où la complexité de retrouver un collectif dans les entreprises avec une expression si différenciée de ces émotions. Ensuite, on a posé la question, et là, on a plus de verbatim et moins de quantitatif. Donc, j'ai essayé de rassembler ce qui était dit majoritairement. Qu'ai-je conservé dans mon fonctionnement après cette période? 2 éléments majoritaires qui ressortent. Un, la capacité de travailler à distance avec les outils, les conséquences bénéfiques ou moins bénéfiques parfois, mais en tout cas, une capacité à avoir dépassé les outils peut-être, comme nous, et de travailler à distance, des possibles nouveaux s'ouvrent. Et puis le deuxième point majoritaire, l'importance de prendre soin, vous en avez témoigné aussi, de soi et des autres. Donc, certains parlent de yoga, de rythme moins effréné, soin des autres en prenant des nouvelles aussi. Voilà. Et 15 à 20% des participants ont répondu qu'il n'y avait pas ou presque aucun changement. Pour la suite, une autre question, quelles actions nouvelles ai-je mis en place? Il y a une certaine cohérence avec la question précédente, donc la mise en place de télétravail avec des nouveaux outils, des nouvelles méthodes de travail. Donc il y a des choses qui vont perdurer en termes de télétravail et d'outils aussi utilisés. Une attention pour soi et les autres, un peu plus de sport, l'attention aux autres, des réseaux renforcés, des liens. Donc je pense que c'est une période qui a peut-être créé des liens plus forts. Et pour certains plus rares, voilà, un changement de vie même, moins de métro, plus de marche, décider de travailler en indépendant, accepter de se déconnecter le week-end. Voilà, certains ont répondu quelque chose autour d'un changement profond de mode de vie. Voilà. Et là, un peu moins, mais cohérent avec la question précédente, 15% ont répondu qu'il n'y avait pas ou plus rien de mise en place après le confinement. Et enfin, non pas enfin, il y a autre chose derrière. Comme évoque l'intelligence émotionnelle, 2 familles de réponses parmi les participants, des réponses autour de la définition, donc la capacité à comprendre, maîtriser ses émotions, mieux comprendre, réagir avec les autres, de l'empathie, de l'écoute, et puis un ensemble de réponses aussi sur les impacts positifs liés à l'intelligence émotionnelle, donc la capacité à rester centré sur la tâche, développer l'intuition, développer un libre arbitre, compréhension de ses émotions dans des situations complexes, prendre en compte les émotions dans son raisonnement, etc. Voilà. Pour 12%, petite minorité, ça n'évoque pas grand-chose ou rien. La page suivante. Et donc, enfin, les attentes pour les prochains mois, puisque notre objectif était de savoir aussi comment partager ensemble la suite. Les réponses sont partagées entre un besoin de contenu, puis un besoin d'approche concrète. Dans le contenu, continuer à approfondir des théories, des connaissances sur le sujet, et développer son intelligence émotionnelle. Puis dans les approches, produire des outils ou les expérimenter, faciliter des échanges de bonnes pratiques, des expériences, retour d'expérience. Voilà, on a retenu ça dans l'ensemble. Voilà pour l'enquête. Je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. Voilà. Je laisse la suite à Robert. Robert, je te laisse bien remettre ton micro. C'est une prouesse que tu viens de réaliser, Philippe. Bravo. Moins de 10 minutes, c'est ça? Écoute, ça fait une moyenne. Voilà, bonjour à tous. Alors, je vais essayer d'être aussi performant que toi. Je vais essayer, je dis bien essayer. J'ai pris beaucoup de notes par rapport à tout ce qui a été dit parce que comme je suis en fin de cette session, c'est important d'un petit peu de résumer avant de proposer ce regard. Je voulais d'abord revenir sur tous les témoignages. Pour moi, ils ont illustré très clairement le mécanisme complexe de l'émotion.
c'est un mécanisme, comme vous le savez, hein, qui se situe au niveau de notre cerveau, mais aussi un petit peu de notre organisme, hein, et qui montre la nécessité, et on l'a tous ressenti, vécu par rapport à tout ce qui s'est passé, comment réconcilier ce que j'appellerais le cœur et la raison. Parce qu'en fait, on a été tous chamboulés par cet équilibre qui est toujours difficile à obtenir dans la vie. Je dis bien dans la vie, parce que le Covid, quand on regarde l'échelle de notre planète, la Covid, c'est un petit truc qui nous est arrivé, mais c'est rien par rapport à tout ce qui est arrivé dans notre vie d'humain. Donc, c'est quelque chose sur lequel le cœur et la raison, c'est très important et on l'a illustré à travers tous ces témoignages. Deuxième remarque, vous voyez bien que sans émotion, nous ne serions pas des humains que nous sommes. Et ça, c'est important parce qu'on a tous vécu à travers cet événement une nécessité de se retrouver, de changer, de communiquer. On a retrouvé les humains, on a retrouvé la famille. J'entendais tout à l'heure, on a même retrouvé son mari. Je m'excuse, je plaisante un peu. Mais c'est vrai qu'on a retrouvé nos enfants, on a retrouvé notre vie de famille dans lequel, effectivement, on s'éloigne parce que notre vie nous a éloignés de tout ça. Donc, c'est quand même extrêmement positif, même s'il y a effectivement beaucoup de malheurs autour de ce virus. Nous ne pouvons pas, troisième remarque, nous ne pouvons pas et nous ne devons pas enfermer nos émotions parce que nous devons laisser parler nos émotions. Je pense que ça, c'est important. Et je pense que cette plateforme d'échange que le MFQ a ouvert, à travers le groupe, mais à travers tous les échanges, tous les séminaires qu'on a eus en web, ont bien montré clairement qu'on avait besoin de cet échange. Et on peut dire que les gens se sont mis à nu, c'est-à-dire qu'on a parlé sans je dirais, sans retenue quelquefois. Et ça, c'est quand même très important parce qu'on a effectivement, par moments, lâché prise, qu'on avait besoin de se lâcher prise. Et je crois que ça fait partie de l'étape de prise de conscience de certaines choses. Alors voilà, c'était peut-être une considération un peu philosophique que je voulais faire, mais c'est important parce que ça fait partie de notre vécu à tous et de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer, je dirais, dans les mois et les années qui suivent. Situation complexe, parce que situation qui est difficile à maîtriser, hein. Même les scientifiques, et Dieu merci, ils se sont tous battus, ils continuent à se battre. Masque, pas masque, vaccin, pas vaccin, test. Cet après-midi, j'entendais que maintenant, on va faire des tests, en quelques minutes, on aura les résultats. Vous voyez que c'est quand même extrêmement, extrêmement difficile et complexe parce qu'effectivement, on est débordé. On est débordé. Ça me fait le lien un petit peu avec ce transparent qu'on a, je dirais, qu'on a essayé de synthétiser. En fait, on voit que dans tous les témoignages, on est passé par ces trois étapes. Ce ne sont pas des étapes qui sont chronologiques, ce sont des étapes qui sont la vie de l'émotion. Le déni, les doutes, quelquefois même la honte, hein, c'est quelque chose sur lequel on refuse. Effectivement, j'entendais une personne dans l'interview qui disait, bon, bah, effectivement, finalement, j'ai bien vécu, mais quand on m'a dit que c'était le 11 mai, bah, non, il n'y a pas d'approbation, on n'accepte pas. Donc, on se retrouve assez régulièrement dans cette phase de déni, mais on peut passer à des phases peut-être un peu plus positives de débordement. Le débordement, ce n'est pas négatif, c'est quelque chose qui est extrêmement important, parce que le débordement, ça veut dire que quelquefois, on a besoin de pleurer, hein, lorsqu'on a un chagrin, lorsqu'on a perdu quelqu'un. Donc, le débordement, c'est l'émotion qui, en fait, sort et sur lequel on a besoin de faire sortir cette émotion, parce qu'elle est plus forte que la maîtrise. Alors, bien sûr, il y a des personnes qui sont extrêmement matures, qui maîtrisent tout, qui contrôlent tout, mais au-delà des apparences, ils passent tous par des dénis, des débordements,
Et la maturité, ben, ça s'apprend, bien sûr, ça se maîtrise par moment, mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut effectivement garder à 100% et la perfection n'existe pas. Dieu merci, heureusement que la perfection n'existe pas, parce que sinon on serait dans une situation extrêmement, je dirais, stéréotypée et robotisée, et ce n'est pas forcément mon idéal, mes valeurs hein, personnelles. Alors, le regard à travers l'intelligence émotionnelle, tel qu'on a mis dans ce transparent, pour essayer de répondre aux questions, aux interrogations. Donc, on a essayé, à travers ces 3 phases hein, qui reviennent assez régulièrement, d'être dans l'accompagnement et de proposer des outils. Donc, vous voyez, je ne vais pas les nommer, mais je peux peut-être souligner les points assez importants. Dans le déni, c'est effectivement, on le disait tout à l'heure, il faut qu'on prenne conscience de soi-même, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait cet éveil. Tout à l'heure, on parlait de méditation, on parlait de bien-être. La prise de conscience est un état indispensable dans l'intelligence émotionnelle. Si on ne prend pas conscience de soi, on ne peut pas prendre conscience de l'autre. La compréhension, l'empathie, on en a parlé, mais aussi l'accompagnement dans des situations très difficiles. Et je pense qu'il faut quelquefois accepter de l'aide, parce qu'on ne peut pas forcément résoudre tous les problèmes. Donc l'accompagnement est important dans cette étape. Les moyens, donc l'écoute active, la partie échange factuel et tout ça, donc ça vous les avez. C'est peut-être quelque chose sur lequel on reviendra sur le transparent suivant, auquel on peut effectivement avancer. Dans la phase de débordement, dans l'intelligence émotionnelle, c'est souvent la pratique de ce qu'on appelle le self-control. Tout à l'heure, on a entendu un petit peu, il faut effectivement respirer un bon coup, et puis de se dire, bon, ben voilà, je vais essayer de prendre sur moi et d'aller de l'avant. C'est quand même un apprentissage. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément inné. Et aussi, on a besoin d'avoir des espaces d'expression. Des espaces d'expression, c'est-à-dire on a besoin d'échanger. On a vu que dans cette communication et dans ce séminaire que MFQ a organisé, on a eu dans les séminaires de café et des petits déjeuners, et aussi bien dans les web séminaires, les gens s'exprimaient. On a même fait effectivement, et Henri est présent et Madame Gallois est là aussi, on a fait un petit, je dirais, petite réunion au niveau des dirigeants. Il n'y a pas forcément les dirigeants d'un côté, les employés de l'autre. C'est l'ensemble de la population qui a été touchée. Et que ce soit un dirigeant ou un employé, nous sommes tous des humains avec nos émotions, nos relations, et ça c'est important, et nous pouvons être aussi bien les uns que les autres débordés. Il faut l'accepter. C'est une acceptation. Alors, il y a eu ce baromètre du bien-être au travail là, qui a été souligné par Séverine et puis renchéri par Nathalie. Je pense que ça peut être un outil, on peut les développer. L'outil d'auto-évaluation émotionnelle, ça aussi, il y a des possibilités. Bien sûr, tous ces outils, ce sont des moyens, ce ne sont pas des choses panacées. Quelquefois, vous savez, je dis, quand je présente des outils qualité, je dis les outils qualité, c'est bien. Ce qui est le plus important, c'est le bon sens. C'est ce que vous pensez être bon, et l'outil, il viendra forcément. Ensuite, la phase de maturité, qui est une phase de maîtrise. Alors, effectivement, certains peuvent effectivement avoir une certaine maturité dans l'intelligence émotionnelle, mais ça s'accompagne quand même de transparence, de bienveillance, on en a parlé régulièrement, et aussi de reconnaître que l'autre n'est pas forcément identique à moi. C'est-à-dire chacun a sa personnalité, chacun a son émotion, et heureusement, nous ne sommes pas des robots. Ainsi, nous pouvons et nous devons harmoniser les relations humaines, et ça, c'est effectivement un accompagnement qui peut être effectivement fait à travers le MFQ ou par ailleurs, ou par des consultants ou par d'autres. Alors les outils, je ne vais pas les énumérer, vous les voyez,
on pourra en rediscuter, DISC, PCM, les outils d'intelligence émotionnelle. Bon, il y a une présentation qui est à votre disposition avec quelques idées d'outils, et les gestions d'équipe, les processus relationnels. Voilà, donc ça c'est le transparent un petit peu du regard à travers l'intelligence émotionnelle de tout ce qui a été présenté auparavant, avec, je dirais, une sorte de synthèse, en quelque sorte, des étapes et des phases dans lesquelles on est tous passés, moi le premier, hein, je peux vous dire, déni, débordement, maîtrise. Bien que je parle d'intelligence émotionnelle et que j'enseigne l'intelligence émotionnelle, mais je suis un humain comme vous et je passe par toutes les phases. On peut passer à la slide suivante, Audrey? Oui. Robert, juste Alors, bien faire attention au niveau du timing. Tu n'as pas oui, réussi à faire le même défi que exactement, je le savais. Philippe, mais je m'en doutais un petit peu. Mais voilà, c'est Bien fait. juste pour qu'on ne perde pas des gens à la fin. Voilà. Les derniers transparents. Donc, les perspectives telles que j'ai mis, c'est donner effectivement une visibilité sur les outils et les méthodes. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait élaborer au niveau du mouvement. Et puis, continuer ces groupes d'échange et de pratique et de retour d'expérience. Donc, je pense que voilà, j'ai rattrapé mon timing et c'est un petit peu les perspectives. Et puis, bon, là, le transparent final, c'est permettre. Et vous, il faut effectivement être en accompagnement entre le cœur et la raison. Voilà, j'ai terminé. Merci. Merci beaucoup, Robert. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent réagir ou revenir sur des points qu'on a abordés? Ou n'hésitez pas à poser vos questions. Ou les personnes qui n'ont pas pu intervenir, comme Charlène, Henri, Sylvie et Séverine Sudan, qui nous a rejoint entre-temps, qui fait partie des personnes qui ont été interviewées, qu'on a vues au début. Henri? Oui. Oui, je veux bien dire un petit mot. C'est la première fois que je participe à ce groupe intelligence émotionnelle. Je suis là surtout en touriste, quoi. Et je m'aperçois que c'est très intéressant. Enfin, tout ce qui est dit est très intéressant. Moi, j'ai parlé un petit déjeuner sur la crise Covid et on a vu l'importance de l'humain, du facteur humain et donc de l'intelligence émotionnelle et toutes les émotions. J'avais témoigné pour ma part sur le vécu en entreprise, à l'entreprise Niguet, au début de la crise où il y avait effectivement beaucoup d'inquiétudes et on avait lancé notre gestion de crise avec beaucoup de qualité froide d'organisation, puisqu'on s'était préparé à la gestion de crise, mais on avait peut-être un peu pas assez pensé à tout ce qui est humain dans la gestion de la crise. Donc, ça nous a permis, et notamment grâce au petit déjeuner du MFQ, de partager, d'échanger et de revoir notre manière de gérer la crise. Et je pense que ça a été très utile. Voilà, donc là encore, je vois que ce groupe intelligence émotionnelle et ces webinaires pendant la crise Covid sont très utiles et permettent au MFQRA de montrer qu'on s'adapte. Quand on est dans le monde de la qualité, on doit s'adapter et notamment apporter des éléments essentiels à la gestion de crise que sont le facteur humain et l'intelligence émotionnelle. Voilà. Merci beaucoup. Donc, Henri Niguet, qui n'est pas vraiment un touriste, pour ceux qui ne le savent pas, qui est notre président. Est-ce que Charlène veut intervenir aussi ou Sylvie? Après, il n'y a pas d'obligation, hein, mais c'était… Bonsoir à tous, vous m'entendez? Bonsoir. Oui, très bien. Donc, Charlène Pic, responsable qualité sur un site industriel à Saint-Priest, près de Lyon. Moi, je suis assez d'accord du coup avec tout ce qui a été partagé jusqu'à présent et je voulais juste souligner un point que nous a dit Robert, c'est que les personnes ont eu besoin de s'exprimer et en prenant le recul sur l'organisation dans laquelle je suis, peut-être qu'on n'a pas laissé assez l'occasion aux personnes de s'exprimer et peut-être que ce serait vraiment quelque chose à réfléchir pour une prochaine fois ou même à mettre en place dorénavant, en fait. Voilà, des points d'expression. Voilà, tout ce que je voulais souligner. Merci. Est-ce qu'il y a des réactions, soit des membres du groupe, soit les personnes qui nous écoutent? Moi, oui, j'avais une réaction, un terme qui m'a interpellée sur
la slide sur la vie de l'émotion. C'est sur la phase de maturité, sur harmoniser et maîtriser les relations humaines. Alors, harmoniser, maîtriser les relations humaines, pour moi, je vais l'associer à plutôt réguler, gérer les relations humaines. Je voulais savoir si c'était dans ce sens-là que vous l'avez indiqué. Et le terme maîtriser, moi, me gêne un petit peu. Ah mince, on a perdu Anne-Marie. Je crois qu'il y avait ses enfants, pas loin, si j'ai bien entendu. Elle revient. Petit autour. Oui. Pour le mot harmoniser, oui, de mon côté, mes collègues répondront aussi. Je pense qu'on avait en tête la régulation. Alors, des relations humaines plus harmonieuses, c'était peut-être ça l'idée, du fait de la capacité à réguler nos relations en termes de capacité de méta-communiquer et de réguler quand ça ne va pas. Je pense comme ça. Tout à fait. Du coup, pareil, hein, je rebondis sur ce que dit Philippe. On était plus dans la notion un peu en parlant dans la gestion d'équipe, prendre en compte les personnalités de chacun, les ambitions de chacun, les contextes de chacun, pour peut-être pas effectivement maîtriser, mais du moins comprendre et agir sur cette gestion d'équipe et du coup sur cette notion des relations humaines. D'autres réactions? Bon, Anne-Marie n'a pas l'air de revenir pour l'instant. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Après, il est 6h15, on est presque à la fin de notre bulletin. Il est enregistré. Mais voilà, donc vous aurez, pour ceux qui sont là, s'il y en a qui partent petit à petit, ce sera enregistré. Je vais faire un peu de pub, ce sera sur la chaîne YouTube France Qualité. Voilà, donc tapez France Qualité sur YouTube et vous avez tous nos webinaires et plein de choses aussi sur le MFQ. Et vous aurez celui-là bien dans les prochains jours. Philippe, je te laisse. Oui, je voulais prolonger les propos de Charlène pour dire aussi, et puis je rebondis sur ce que je crois, c'est toi, Christelle, qui disais sans jugement à propos de protocoles très divers. Hein. Je pense que dans les entreprises, certains l'ont dit en témoignant, on a besoin que les émotions puissent s'exprimer. Donc, comment, en tant que manager, en tant que responsable d'équipe, on peut laisser cet espace d'expression des émotions dans les réunions, dans les rencontres, y compris au café, en accueillant les émotions sans jugement, parce que quand l'émotion est authentique, il y a un besoin derrière qui ne s'exprime pas encore, ou qui va s'exprimer au travers de l'émotion. Et donc, il y a besoin de répondre à ce besoin. Voilà, et là est toute la complexité des relations humaines harmonieuses dans les entreprises. Merci Philippe. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Peut-être que c'est suffisant. Les projets de la suite de notre groupe de travail. Donc là, en fait, ce webinaire, on voulait le faire au début de l'été avant les congés, puis on a été pris un peu de cours. Et on s'est dit qu'on n'allait pas faire comme d'habitude, courir après le temps. On allait se donner le temps, donc ce qui nous a permis de faire cette enquête. Le groupe va se poursuivre. Comme je disais en introduction, on a déjà un article qui va paraître sur ce qu'on a pu faire, sur déjà toute la première partie du groupe dans le magazine Qualité et Référence. On a été sollicité par ailleurs pour d'autres petits sujets. Et puis peut-être qu'un jour, on pourra faire une réunion intelligence émotionnelle en se voyant pour de vrai. Au MFQ, pour ceux qui, vous avez un peu les informations, on a fait un premier événement la semaine dernière où on a accueilli 14 nouveaux auditeurs pour Club Audit Interne Croisé. Donc autant dire, on était archi complet. On ne pouvait pas accueillir plus de monde. Dans 15 jours, on a le club EFQM qui est presque complet. Preuve peut-être aussi que les gens ont besoin de se rencontrer. Au MFQ, on va faire des événements, mais pas des très gros. Il n'y aura pas de journée complète, il n'y aura pas d'événement avec 50 ou 100 personnes sur le restant de l'année, mais on se rend bien compte que les petits ateliers d'échange
en physique, ça fait du bien aussi. Donc voilà, on va travailler ensemble avec le groupe pour voir ce qu'on pourra vous proposer. Vous allez recevoir de toute façon des publications dans les prochaines semaines et puis on verra si éventuellement, début d'année prochaine, on arrive à faire quelque chose pour se voir en vrai. Voilà. Ne serait-ce qu'entre les membres du groupe, parce que ça fait du bien aussi de se voir, je pense. Et voilà, je voulais vous remercier tous parce que vous avez énormément travaillé depuis 6 mois sur tout un tas de sujets en lien avec l'intelligence émotionnelle, passer du temps pour les interviews, pour voilà. Et puis merci aux gens qui ont témoigné, parce qu'en effet, comme le disait Robert, je crois, c'est qu'on est très en lien aussi avec la partie personnelle de nos vies. Et on a découvert, moi en tant que déléguée, j'ai découvert l'intérieur, les familles des adhérents, et en faisant ce type de travaux. Donc voilà, je vous remercie tous. Et je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Je voudrais dire en conclusion, Audrey, que ce webinaire, le 3e de la série, clôt la première trilogie de la saison 1 et que nous allons, sans faire aucune référence à un film qui parle d'étoiles, attaquer la saison 2 pour une nouvelle trilogie. Donc, je vous invite à nous suivre et à bientôt. Oui, on est capable d'arriver en vaisseau. Hein. Si je peux me permettre, la Covid contre-attaque, il ne faut pas effectivement penser à ça. Hein. Bon. Bah, merci à tous en tout cas pour votre participation et à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.